les oreilles, le nez, la bouche, tous les orifices, même du bas, se lavent. Moi, ce que je conseille, les patients qui viennent pour bouchons, et donc du coup, c'est des bouchons de cire qui vont récidiver, je leur conseille AVS avec Philippe Robichon. AVS, je voulais faire à votre cérumen ce matin, mais ça marche pas parce que c'est un C à cérumen. Je reçois le soldat du cérumen inconnu, le docteur Ali Abbas. Bonjour Doc. Bonjour Philippe. C'est vous qui vous surnommez comme ça, hein, le soldat du cérumen inconnu, hein ? Oui. Bon, on verra ce que c'est que le cérumen. Vous êtes chirurgien spécialiste en otorhinolaryngologie. Ça vaut des points ça au Scrabble. Ouais. Otorhinolaryngologie. ORL. ORL, voilà. C'est oreille, nez, gorge. Voilà, chirurgie cervico-faciale. Et vous êtes spécialisé dans la prise en charge médicale et chirurgicale des pathologies ORL et cervico-faciales de l'adulte et de l'enfant, même si vous ne prenez plus les petits-enfants maintenant. Hein. Alors, je n'opère plus les enfants, mais je les vois en consultation, oui, ouais. Par contre. Pourquoi ? La pathologie chirurgicale pédiatrique est moins intéressante que la pathologie adulte. Voilà, et vous avez une spécialité, c'est la chirurgie du nez, rhinoplastie réparatrice. Aussi, ouais. Et chirurgie endonasale. Donc tout ce qui est rugbyman, footballeur, traumatisme, on leur répare leur nez. Et d'accord. C'est pris en charge par la sécurité sociale. Ou faut pas le dire ça. Ou pour mieux respirer. Mais il faut avoir le nez cassé. Donc d'accord. Les gens qui viennent, qui n'ont pas de nez cassé, la bosse du grand-père, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Non, c'est pas de l'esthétique en fait. Voilà. Non, mais en plus il y a une demande d'entente préalable. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Bien, vous êtes très 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 présent sur Twitter. Alors les enfants me disent chez vous, ça correspond à quoi ? Parce que Twitter, vous me faites penser à Elon Musk. Hein. Ah non, quand même pas à ce point-là. Alors Twitter, initialement, c'était essentiellement pour partager et pour un public essentiellement de médecins, pour faire un peu de pédagogie, parce que ça s'y prête, c'est rapide, c'est des petits messages avec un peu d'iconographie. Et puis après, c'est devenu un peu tout et n'importe quoi, notamment à cause du Covid. Oui, vous faites de moins en moins de médecine sur Twitter aujourd'hui. Alors, toujours si, quand même, mais on parle de date, on parle de vie et de... Vous partagez votre passion de la Bretagne, et pour le reste, vous faites de la politique. Alors, la montagne. Et de la Bretagne aussi. Et de la Bretagne un peu, on doit toujours faire ce GR là, qu'on n'a pas encore fait. Bien, voilà. Et vous avez couru récemment le semi-marathon de Paris. Donc félicitations. Merci. Pour votre âge, vous vous en sortez bien. Merci. Bien, comme on ne se connaît pas, je ne vais pas être trop méchant avec vous, mais ça fait un an que vous attend. Comme je vous attends depuis un an, donc vous imaginez mon impatience. On va parler des pathologies ORL du Ramadan, sujet que vous m'avez proposé, mais est-ce qu'il y a des pathologies ORL qui sont spécifiques à ce mois ou des choses qui pourraient s'y apparenter ? Alors, c'est plutôt s'y apparenter, c'est-à-dire le jeûne. Et le jeûne va provoquer une déshydratation, notamment des muqueuses, c'est-à-dire des peaux à l'intérieur du nez et de la bouche, et va entraîner quelques inconforts. C'est pas vraiment, on n'est pas dans la pathologie. Voilà, donc c'est essentiellement lié au nez, le nez qui est sec devant, mais du coup ça va créer des perturbations. Il va y avoir ce qu'on appelle un jetage postérieur, c'est-à-dire le nez qui coule en arrière. C'est un peu les gens que vous connaissez qui sont toujours en train de faire à se racler la gorge en milieu de journée de jeûne, voire en fin de journée. Et donc, est-ce que ça rompt le jeûne, ça ? Parce qu'il faudrait demander à l'imam, ça. Alors, paraît-il, oui, il faudrait pas avaler, mais non, ça ne rompt pas le jeûne. Mais ça touche beaucoup de gens, essentiellement des gens qui ont les mêmes soucis hors Ramadan avec la climatisation ou le chauffage électrique. Ça va leur perturber leur nez. Et ce sont les mêmes personnes qu'on va retrouver au moment du jeûne, sur un jeûne... un jeûne un peu plus long, c'est-à-dire un jeûne de printemps ou d'été, pas un jeûne d'hiver, un ramadan de printemps ou d'hiver, et donc du coup ils vont se retrouver avec beaucoup de pathologies du nez, le nez sec, etc. Vous dites que le jeûne, par exemple, ça renforce votre odorat. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui sont en train de jeûner, qui disent c'est bizarre, j'ai mon odorat, mon sens de l'odorat qui est plus développé quand je jeûne. Alors, paradoxalement, on a le fait de ne pas avoir de phéromones, c'est-à-dire d'éléments qui vont exciter l'odorat,
parce qu'on n'est pas là à manger ou à sniffer et donc du coup on se retrouve pour certains à avoir comme moi un odorat plus développé, on arrive à sentir des choses qu'on ne sentait pas, notamment des odeurs corporelles chez d'autres. Moi, malgré mon masque, j'arrive à sentir un peu mieux des odeurs corporelles en consultation que j'ai pas en hors période de Ramadan. Et donc ça, il n'y a pas d'explication à part le fait de ne pas avoir trop d'excitation de diversion, en fait, de diversion, parce que les phéromones, c'est peut-être des diversions finalement, non ? Non, c'est vraiment les bonnes odeurs, c'est pas des parosmies un petit peu comme certains ont eu après le Covid. Alors les parosmies pour tout le monde. Donc c'est un trouble de l'odorat qui n'est pas lié qu'au Covid, mais d'autres virus, où en fait des gens vont sentir d'autres choses, c'est-à-dire ils vont sentir une pomme alors qu'ils ont une banane devant eux. Voilà. Et ou plus généralement des mauvaises odeurs. Donc ça c'est un gros problème pour les rhinites, pour les troubles de l'odorat. Voilà. Et donc ça c'est pour l'odorat. Et par contre, donc ça c'est pas pour tout le monde les troubles de l'odorat, c'est-à-dire l'odorat surdéveloppé par le jeûne du Ramadan. Par contre, il y a quand même beaucoup plus de troubles liés donc à la sécheresse buccale liée au Ramadan, parce que on peut pas boire, on peut pas manger, on peut pas s'hydrater. Sauf les 5 ablutions par jour, quoi, parce qu'on ramène un petit peu d'eau dans la bouche. Mais on a, au fur et à mesure que le Ramadan progresse dans le mois, on a moins en moins de goût. Et en fait, ça c'est lié aux papilles gustatives, donc c'est des petites structures qu'il y a sur les langues qui sont pareilles parce qu'ils sont pas excités, etc. Et en fait, on remarque que plus les semaines de Ramadan avancent, plus on va pour avoir le même goût, le même goût, le même plaisir gustatif, parce que ça reste un plaisir. Hein. Le Ramadan, on se prive pour mieux retrouver un plaisir le soir et dire merci Dieu, quoi, pour se dire merci Dieu de pouvoir manger. Et donc en fait, plus on avance dans le Ramadan, moins on a de plaisir, moins on a de goût, et plus on va manger salé et sucré. Et au fur et à mesure. Et attention à épicé aussi, non ? Épicé pour certains, ouais. Et alors attention aux gens qui mangent de plus en plus salé et vraiment de plus en plus sucré, où à la fin c'est plus, ça ressemble plus à un jeûne, quoi. C'est la fête, quoi. C'est la même chose qu'on a quand on est dans l'avion, d'ailleurs. C'est-à-dire que dans l'avion, quand vous êtes dans l'avion, vous ressentez moins le salé et l'épicé. Alors, est-ce que c'est parce que c'est sec ? C'est un peu sec, mais c'est aussi parce que c'est pas bon dans l'avion. Ah bon ? D'accord. Voilà. J'avais pas vu comme ça. Ouais. Mais non, là c'est vraiment une déshydratation complète, etc. Qui se produit avec un changement. Voilà. C'est des petits troubles que tout le monde ressent. C'est pas vraiment de la pathologie. Tout ça disparaît. Par exemple, j'ai des patients qui viennent durant le mois de Ramadan qui me disent j'ai le nez qui coule en arrière, qui se racle la gorge, donc ça s'appelle l'image. Et donc moi volontairement je vais pas mettre de traitement, on va attendre la fin du Ramadan, quelques semaines. Puis c'est pas une rhinite allergique ou c'est pas une rhinite ou autre, c'est une rhinite vasomotrice mais qui peut être liée à d'autres facteurs, et on va attendre plusieurs semaines à la fin du Ramadan pour voir si c'est voilà. Mais il n'y a rien qui va nécessiter un traitement. Et vous, quelle approche avez-vous des fameux maux de tête déjà qui se manifestent déjà les premiers jours, on va dire, la première semaine? Ouais. Alors ça, donc pareil, on a des patients qui viennent en consultation pour me dire j'ai mal au sinus, donc j'ai une sinusite. Ils disent j'ai une sinusite. Et en fait, on les examine et en fait, c'est pas une sinusite, c'est vraiment des douleurs en étau au-dessus des yeux, voire une barre frontale, mais ça sert vraiment en étau. Et ça s'appelle une céphalée, donc mal de tête, de tension, dite céphalée de stress. Et ça, chez beaucoup de gens qui jeûnent, c'est lié effectivement à la déshydratation. Ils ne boivent pas assez d'eau le soir, ni le matin. Donc ça, c'est important. Ça, c'est vraiment lié à la déshydratation. À la déshydratation. Ouais. Et pour certains aussi, c'est lié à une carence de certains éléments qu'ils avaient l'habitude, à savoir pour certains la cigarette, d'autres le café. Voilà. Donc c'est un symptôme de manque ? C'est un petit symptôme de manque. Et donc ça, en fait, il faut juste boire de l'eau. Au maximum, le paracétamol, par exemple, Doliprane ne marche pas dessus, donc il faut prendre des anti-inflammatoires, un ibuprofène le soir. Pour la migraine.
comme pour la migraine. C'est un équivalent migraineux, mais avec modération, parce que l'anti-inflammatoire, vous avez déjà perturbé votre ventre, ça peut faire mal à l'estomac, donc voilà. Donc là, voilà, c'est quelques jours. Parfois, on dit même d'attendre et ça va passer. Plus on avance dans le truc. Mais plus on avance, plus on s'hydrate aussi inconsciemment. Enfin, involontairement, on le fait aussi. Alors qu'au début, on ne fait pas attention parce qu'on ne boit pas d'eau, on ne va pas se forcer à boire de l'eau. Et petit à petit, surtout plus ceux on avance... qui ont des pannes de réveil et qui ne se lèvent pas, en fait. Alors, ceux qui ne se lavent pas, c'est encore... Qui ne se lèvent pas, oui. Qui pour se lèvent pas, ça, ouais. Oui, aussi. Mais il y a carrément un manque d'eau, quoi. Manque d'hydratation. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, en termes d'hydratation ? En fait, je conseille la même quantité d'eau qu'ont les gens. Enfin, il ne faut pas chercher dans les chiffres, tout ça. Si vous avez l'habitude de boire 2 litres d'eau, il faut continuer de boire 2 litres d'eau. Le seul problème, c'est qu'on a un temps limité pour boire ces 2 litres d'eau. Alors, autant vous dire, l'été, c'est juste impossible. Entre 22h et 2h, boire 2 litres d'eau, on se retrouve ballonné. Et pourtant, on en arrive à le faire parce qu'on a tellement mal à la tête, ou on est vraiment déshydraté, parce qu'il fait chaud, etc. Mais il faut boire la même quantité d'eau, et il ne faut pas boire des grosses quantités. Il faut boire un petit peu, un peu comme quand on fait du sport, ou de la randonnée. Un petit gorgée, voilà, c'est tout. Voilà, je reçois le docteur Ali Abbas, qui est notre invité ORL, comme on dit aujourd'hui, fan de François Hollande. Il vous manque, François Hollande, Je sais pas, j'ai vu sur Twitter, on critiquait François Hollande, mais au moins avec lui il pleuvait. Oui. Et ça m'a fait rire. Parce qu'on a beaucoup reproché à François Hollande la pluie, et maintenant on la demanderait presque. Bien, on va parler de nos oreilles aujourd'hui. Comment nos oreilles... Ah non, attendez, il faut d'abord dire que vous n'avez pas de... Alors donc, je m'appelle Adi Abbas, je suis ORL, j'exerce à Paris, et je n'ai aucun conflit d'intérêt, ni avec les laboratoires pharmaceutiques, ni même avec cette chaîne BFM. Alors non. Alors pas BFM, pour des tas de raisons. J'aime beaucoup BFM, mais je préfère Beurre FM. Oui, c'est Beurre FM. J'aurais beaucoup plus de mal à travailler sur Beurre FM. Donc sur BFM, d'ailleurs. Aucun conflit d'intérêt avec Beurre FM. Ça fait 1 an que je vous invite. C'est pour vous dire que j'ai même ramé pour que vous soyez là aujourd'hui. Voilà, c'est dit. On va parler de nos oreilles. Comment nos oreilles se portent-elles aujourd'hui avec les écouteurs et les casques ? Il y a une question qu'on m'a posée, c'est est-ce que les AirPods sont dangereux pour la santé et est-ce qu'ils sont générateurs d'infections ? Alors, statistiquement, non. Donc, les écouteurs, que ce soit les AirPods ou les filaires, ou même les casques supra-auriculaires, c'est-à-dire qui prennent toute l'oreille, n'entraînent pas, quand ils sont construits selon des normes d'ailleurs européennes, mais aussi internationales, contre la surdité, où le traumatisme sonore n'entraîne pas de problème, qu'il soit utilisé quelques minutes ou quelques heures. Voilà. Après, les problèmes ne sont pas des problèmes acoustiques, c'est-à-dire d'audition, mais sont essentiellement des problèmes liés à la peau du conduit auditif. Et donc, il y a pour certaines personnes, pas toutes, des problèmes de type eczéma ou surproduction de cérumen ou infection aussi, parfois. Voilà. Il faut une hygiène particulière de ces types d'écouteurs ou pas ? Parce qu'il y a des maniaques un peu. Alors, pas vraiment. Par contre, les seuls patients que je vois en consultation qui ont des otites externes, donc des infections de l'oreille de l'extérieur, dont on va incriminer après moult recherches les écouteurs, AirPods ou peu importe la marque ou le type, ce sont des gens qui s'échangent ces écouteurs intra-auriculaires. Donc le seul conseil que je vous donne... C'est contagieux ? Non, mais si vous avez quelqu'un à qui vous avez prêté qui a des bactéries, les bactéries que vous avez dans votre oreille ne sont pas les mêmes que d'autres ont. Pour certains, ça va produire des infections, pour d'autres, non. Donc quand vous échangez des écouteurs, il faut les nettoyer, quoi. Avec juste des lingettes. Vrai pour les casques Alors les casques un peu moins, parce que ça rentre pas dans l'oreille, voilà. On n'arrive pas, donc on n'augmente pas le nombre de pathologies liées aux oreilles avec ces types d'écouteurs qui sont quand même très dans l'oreille. Alors, non. Par contre, ce qui va poser problème, par exemple, ça va être plus des boules caisses. Donc, on va mettre toute une nuit. Donc, c'est la durée qui compte. Or, là, les AirPods,
Bon, à moins de le mettre toute la journée, etc. Il y a eu des soucis durant le Covid avec le confinement et l'utilisation de ces écouteurs de façon un peu plus industrielle pour du télétravail, et ça a créé plutôt des lésions cutanées de peau. C'est pas vraiment des problèmes d'audition, quoi. C'est pas considéré d'ailleurs comme une maladie professionnelle. Donc j'ai des patients qui télétravaillent, donc qui font avec du télémarketing avec des casques, etc. Qui veulent que ce soit reconnu. En fait, c'est pas reconnu en France comme maladie professionnelle, ni même d'ailleurs en Europe. Toujours pas. La surutilisation, tant que c'est du matériel qui est homologué en France selon des normes, etc. Donc tout a été Mais alors pourquoi finalement ces écouteurs qui sont quand même très dans l'oreille ne sont pas générateurs de pathologies et aujourd'hui on veut interdire les cotons-tiges? Alors il y a une différence entre le AirPod, l'écouteur intra, parce que vous décidez de prendre cette marque-là. Non, je sais pas, c'est parce qu'on m'a posé la question. Rentre à peu près dans un tiers, voire maximum la moitié de la longueur du conduit auditif. Alors que les cotons-tiges, en fait, vous allez les enfoncer, et pour beaucoup, vous allez les enfoncer plus que la moitié de ce conduit auditif, et donc vous allez repousser tout le cérumen, c'est-à-dire la cire, les saletés, vers l'intérieur, et ça va l'impacter contre le tympan, et donc là, le bouchon de cérumen va se constituer. Alors le cérumen, qu'est-ce que c'est? Alors le cérumen, en fait, c'est de la cire que produit la peau elle-même du conduit auditif externe. Et en fait, si vous voulez, l'oreille, c'est un puits. Or, il y a des saletés qui vont rentrer dedans. Et je vais utiliser un schéma. La peau qu'il y a à l'intérieur, c'est un peu comme un tapis roulant. Et donc, qui va battre un petit peu. En fait, c'est lié à des cils qui sont visibles au microscope. Et qui vont sortir, en fait, ces saletés du puits vers l'extérieur. Et pour huiler la machine, si vous voulez, quoi de mieux que de la cire? Donc c'est la peau elle-même qui produisait la cire. C'est ce qu'on appelait on appelait ça des bouchons de cire avant. Voilà, c'est ça, des bouchons de cire ou de cérumen. Et donc le terme exact, c'est cérumen, cire, parce qu'on utilise moins, parce que il peut y avoir aussi des boules qui à base de cire, etc. Voilà. Et donc les gens qui vont faire des bouchons de cire, donc avoir l'oreille totalement bouchée, sont soit des gens qui surproduisent du cérumen, ça existe, soit plus généralement leur cérumen colle, il colle plus que d'autres. On voit ça chez les populations asiatiques. Et troisième possibilité, en fait, ils ont des conduits anatomiquement plus étroits. Et le quatrième facteur se rajoute, c'est quand on introduit quelque chose dans l'oreille. Donc les cotons-tiges ou autres qui vont venir... Alors pourquoi on a mis pendant des années, on a autorisé les cotons-tiges, et puis subitement on s'est rendu compte que les cotons-tiges poussaient le cérumen? C'est ce que je dis aux patients. Vous allez retourner à la maison après la consultation et vous allez voir qu'est-ce qu'il y a écrit sur la boîte de coton-tiges. Et il y a écrit, normalement, en France, mais aussi en Europe, ne pas introduire dans l'oreille. Vous en faites quoi alors? Vous les mettez dans les narines? En fait, pourquoi ce coton-tige? En fait, ça a été créé dans les années 50 à visée cosmétique, donc pour le visage, etc. Et petit à petit, les gens ont utilisé dans l'oreille. Et puis pour certains aussi, c'est aussi c'est une zone un petit peu. Ça donne du plaisir un petit peu aussi. Donc c'est des gens maniaques du coton-tige, parce qu'en se mettant le coton-tige dans l'oreille, ça leur procure un peu de plaisir. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que le coton-tige n'a pas été créé pour se nettoyer les oreilles? Non. D'accord. Non. Le corps humain étant bien fait, il n'a pas besoin du coton-tige. C'est bien qu'on nous le dise maintenant. Alors, on en parle maintenant parce qu'en fait, il y a eu la loi européenne là, contre le plastique. Et donc, du coup, on a commencé à dire, je crois que c'était avant le Covid d'ailleurs, ça a été mis qu'il n'y aurait plus de coton-tige. En fait, il y a toujours des cotons-tiges, mais en carton, en fait. Un petit peu. Normalement, il ne devrait plus y avoir de plastique. C'est mondial, on en voit partout d'ailleurs, des cotons-tiges. Et alors, on parle de coton-tige ici parce qu'on est en France ou en Europe. C'est valable aussi pour les bougies qu'utilisent les Indiens. Qui se mettent dans les oreilles. Qui se mettent dans les oreilles, qui est fait dans la rue un petit peu, que je déconseille. Il y a eu des cas de brûlure. Il y a aussi pour les bouchons, c'est ça. Oui, pour nettoyer les oreilles. C'est expliqué ça. C'est pour nettoyer les oreilles, donc ils utilisent des bougies. Et il y a aussi là récemment des bâtonnets japonais, donc ils appellent ça des cotons-tiges japonais. Et c'est une espèce de petit crochet qui permet d'enlever un peu la cire. Bon, alors les bouchons, on les enlève ou on les enlève pas? Alors
quand il y a un bouchon, normalement, il y a une baisse d'audition qui est de l'ordre de 30-40%. Donc, c'est gênant. Et en plus de ça, ce n'est pas juste une surdité, c'est ce qu'on appelle une plénitude de l'oreille. Donc, on a l'oreille bouchée, un peu comme dans l'avion. Et ça, c'est encore plus désagréable que d'avoir une surdité. Pousser, là, ouais, voilà. ouais. Donc, le bouchon, quand quelqu'un a un bouchon, on l'enlève parce que c'est gênant. Il n'entend pas. Et donc, preuvier, en consultation, quand on leur enlève un bouchon, tout de suite, c'est une satisfaction importante. C'est d'ailleurs les patients qui sont le plus satisfaits immédiatement. Bien. Voilà. Oui, pour la rhino, faut attendre un petit peu, voilà. faut enlever le plâtre. Voilà. Et comment est-ce que l'ORL débouche, enlève le bouchon de cérumen? Alors, il y a plusieurs moyens. Le moyen le plus rassurant pour l'intégrité de l'oreille de son tympan, c'est l'eau, c'est l'irrigation. Et on a donc des irrigateurs, on va mettre de l'eau, c'est comme une douchette si vous voulez, dans l'oreille. Il faut que l'eau soit à 37 degrés. En dessous ou au-dessus, ça va créer des vertiges. C'est ce qu'on utilise en test diagnostic. Et donc à 37 degrés, on va mettre de l'eau dans ce puits un petit peu, mais sauf que ce puits, il n'est pas à la verticale et à l'horizontale. Et petit à petit, le bouchon part. Il y a un moyen, c'est un aspirateur pour aspirer les saletés. Et enfin, ce qu'on faisait avant, les micro-instruments froids, donc des micro-pinces, des crochets, mais là, il faut être très précis. À déconseiller si vous n'êtes pas ORL. Ma mère m'a toujours dit, ne mets pas d'eau dans tes oreilles. Et donc ça, c'est la deuxième erreur, après les cotons-tiges. Les oreilles, le nez, la bouche, tous les orifices, même du bas, se lavent. Les oreilles sont faites pour être lavées. Le nez est avec fait de l'eau, donc c'est ça, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est avec de l'eau. Donc, moi, ce que je conseille, les gens qui font pas de bouchon de cérumen, on va les laisser tranquilles, on va rien leur conseiller. Mais les patients qui viennent pour bouchons, et donc du coup, c'est des bouchons de cire qui vont récidiver, pour certains tous les 6 mois, d'autres un peu plus. Donc pour cela, ceux qui récidivent, je leur conseille 1, plus de coton-tige, ça vous l'avez compris, et 2, à chaque fois qu'ils se lavent les oreilles, il faut qu'ils se rincent les oreilles avec la douchette de l'eau tiède, 10 secondes, et c'est la loi du tout ou rien. C'est-à-dire, soit vous le faites régulièrement, tous les jours, ou chez les femmes qui se lavent les cheveux tous les 2-3 jours, mais pas une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Parce que là, la cire va se constituer, donc vous allez mettre de l'eau, et là, ça va faire l'effet inverse, ça va boucher l'oreille. D'accord. Donc on peut mettre de l'eau dans ses oreilles. Les sprays, vous conseillez ou pas? Non, je trouve que c'est complètement cache-misère, ça sert strictement à rien. Donc tous les sprays, les trucs à base de sérolytique, je ne vais pas citer de nom, ça sert strictement à rien. Les sérums, bon bref. Et dans les pays anglo-saxons, d'ailleurs, on conseille de mettre de l'huile d'olive. Donc, alors, je crois que c'était pour les otites, ça, l'huile. Non, c'est normalement. Alors, il faut pas mettre d'huile d'olive. Voilà, si vous voulez mettre de l'huile d'olive, quand vous avez un bouchon, vous mettez de l'huile d'olive. Mais il y a juste une seule chose, et ça, j'entends beaucoup, notamment dans les pays du Maghreb. L'huile d'olive, ne la chauffez pas. Ne la chauffez pas. C'est ce que j'entendais pour l'otite, moi. C'est ce que je vous dis. Ne la chauffez pas, ça crée par accident, parfois, quand vous l'avez trop chauffé, une perforation du tympan. Et là, c'est la catastrophe. Et ça, j'ai eu plein de cas au Maghreb, des patients qui venaient du Maghreb ou de Turquie. Faire ça, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas chauffer l'huile d'olive ou l'eau, quoi que ce soit. Il ne faut pas mettre ça. Ça brûle, le tympan est super fin, c'est un papier cigarette. Voilà. Et ça crée des catastrophes, tout ça pour... voilà. Mais, sur votre Twitter, il y a de très jolies photos de tympans perforés, d'ailleurs. Oui. Ça fait peur, hein? C'est pas le pire. C'est pas le pire. Bon, voilà, le docteur Ali Abbas qui est notre invité ORL aujourd'hui. Peut-être que vous nous écoutez à la radio. Il y a encore des objets formidables en 2023, mais il y a d'autres objets qu'utilise par exemple un ORL. Quel est l'appareil que vous utilisez, doc, pour faire des examens de l'oreille? Alors moi, j'utilise essentiellement un endoscope. Donc c'est une caméra en fait qui me permet de mieux voir l'intérieur de l'oreille. On voit les bouchons? On voit tout. Ouais. On voit tout, on voit bien. Ça permet d'éviter d'utiliser un microscope. Il y avait des microscopes de consultation qui étaient un gros appareil qui coûtait 4 fois plus cher qu'un endoscope. Et là, avec l'endoscope, on peut tout voir. Il y a différentes tailles. On peut voir même un bébé de 1 an, un jour de vie, je peux voir un tympan. Voilà. Ce qui est hyper difficile, sinon. Autre mesure. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'expression, en parlant de tympan, percer les tympans? Alors, percer les tympans, c'était ce qu'on faisait il y a un peu plus de 30-40 ans.
à savoir les gens venaient pour une otite. Et donc l'otite, c'est quoi? C'est du pus qui est derrière le tympan. Donc si vous voulez, c'est comme un abcès, c'est une poche de pus. Et donc l'abcès, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le crever, il faut le percer. Donc on perçait un petit peu le tympan, ça diminuait la pression sur le tympan. Le tympan, en fait, il y a plusieurs filets nerveux dessus, c'est super douloureux. Donc pour un enfant, c'est super douloureux, une otite. Et donc ce qu'on faisait il y a 40 ans, on perçait les tympans, et du coup le pus s'écoulait, la pression diminuait, et après on mettait des antibiotiques et ça passait. Or, cette étude qui était dans les années un peu avant 80 a entraîné en fait ces gens-là qui étaient enfants, quand ils sont devenus adultes, donc 40 ans après, des surdités précoces. Donc on ne le fait plus, il ne faut plus le faire. Donc on ne perce pas le tympan comme ça, il faut qu'il y ait une indication. Et moi, sur 6000 consultations, donc on va dire il y a un tiers d'oreilles, 2000, je vais faire une ou deux parasynthèses. Parasynthèse, c'est le terme technique pour percer le tympan. Le tympan. Ouais, c'est exceptionnel. Dans quelle indication? C'est essentiellement pour des gens qui ont de l'eau et pas du pus, qui est coincé depuis plusieurs semaines, pour essayer de pallier à ça, pour qu'ils entendent un peu mieux. Ça fait une hyperpression. Donc c'est très rare en fait de percer le tympan, et il faut moins le faire. Alors je le vois encore faire dans certains pays d'Afrique. C'est pas une attitude correcte. Ce d'autant que l'amoxicilline, l'antibiotique de référence pour les otites, est assez présent partout, quoi. Ouais. Enfin, cette année moins. Cette année, il y a eu une pénurie. Comment est-ce que vous avez géré cette pénurie? Alors moi, je vois pas trop les otites aiguës, c'est plutôt les médecins généralistes qui le voient. Et en fait, on a essayé de gérer. Moi, j'ai essayé de faire un peu plus de formation pour pas qu'ils prescrivent cet antibiotique dans une mauvaise indication, à savoir que ce n'est pas une otite. Et on a un peu diminué les jours de prise. Mais ça a été un gros problème. Et ça va l'être encore. Il y avait vraiment une tension. Ouais. En fait, la Chine a décidé de garder ses médicaments pour elle a raison. Et donc nous, on est idiots, on n'a pas produit de médicaments, alors qu'on dit qu'il faut qu'on en fasse, mais on ne fait pas parce que c'est pas rentable. Alors qu'on a des gros groupes pharmaceutiques. Ouais. Pourquoi est-ce qu'en termes d'otite, on a une oreille préférentielle et que ce n'est pas les deux oreilles en même temps? Alors, quand on a une otite, il n'y a pas de réponse scientifique à ça. On pensait que c'est quand vous dormez, par exemple, sur le côté droit, la majorité des gens dorment sur le côté droit, et donc du coup, ils font une otite droite. Bon, mais ça n'a pas de valeur scientifique. Il y a une différence entre otite moyenne aiguë, qui est l'otite des enfants, jusqu'à 3-4 ans, pour lequel le traitement est un antibiotique par la bouche. A contrario, des otites chez l'adulte qui sont dans 99% des cas des otites externes, liées à des baignades, liées à du coton-tige, liées à se gratter le doigt, liées peut-être parfois à des écouteurs. Et donc là, le traitement est forcément des antibiotiques en gouttes locales et pas des antibiotiques par la bouche. Donc, adulte, gouttes locales, enfant, par la bouche. À quel moment on sait qu'elle s'est chronicisée, l'otite? Alors, elle s'est chronicisée, en fait, elle se chronicise pas sur le mode douleur, donc c'est douloureux au début, et en fait, l'oreille est bouchée après. Parce qu'on a l'impression qu'elles font de moins en moins mal avec le temps. Alors, elles font moins mal parce qu'il y a moins de pus et il y a moins de pression sur le tympan. Par contre, se met à la place de l'eau, des sécrétions, un peu, les Anglais appellent ça de la glu, et donc les gens ont la tête sous l'eau, quoi. Mais ça fait pas mal, par contre. De la glu? Oui, glue ear. C'est l'otite séreuse, c'est de l'eau derrière le tympan, c'est la chronicité de l'otite moyenne aiguë, quoi. D'où peut-être cette sensation chez certains d'avoir de l'eau toujours dans les oreilles, c'est ça? Oui, alors certains, voilà. Et ça, c'est lié c'est juste de la mécanique des fluides. L'oreille est connectée au nez par un canal qu'on appelle la trompe d'Eustache. La trompe d'Eustache, c'est quand vous pincez le nez, vous mettez de l'air pour décompresser, quand vous voyez que c'est bouché. Et donc, cette trompe d'Eustache, c'est un peu un gros problème en ORL, et elle se bouche chez certains patients, et donc ils ont cette sensation d'avoir de l'eau derrière le tympan, que l'oreille craque, qu'ils ont une douleur qui est sous l'oreille, des problèmes pressionnels, c'est-à-dire même de descendre plusieurs étages, ça se bouche. Voilà. Est-ce que ça rompt le jeûne? Il faut redemander aussi à l'imam Abdelali. Non, ça ne rompt pas le jeûne. C'est des questions, en tout cas, c'est des questions qu'on a souvent le soir. À quel moment l'otite, ça devient une urgence, en fait? Alors, l'otite devient une urgence.
la douleur est une sorte d'urgence. Donc, voir un enfant qui est en pleine douleur, c'est un motif de consultation. Est-ce que c'est un motif d'urgence ? Malheureusement, vu la configuration actuelle, ça peut l'être, mais ça ne devrait pas. Ils devraient consulter leur médecin traitant. Ça devient une urgence sur le plan médical quand il y a des complications. Donc, en fait, quand le pus qui est derrière l'oreille commence à partir ailleurs, il va partir dans l'os qui est en dessous, qu'on appelle la mastoïde. Donc, ça fait une mastoïdite exceptionnel, j'ai pas vu depuis 20 ans. Ça peut aller sur le nerf facial, donc ça donne une paralysie faciale. Ça peut aller vers le nerf auditif, et donc ça donne une surdité. Et la quatrième complication assez grave, c'est aller au niveau du centre de l'équilibre. Et donc c'est des gens qui ont une otite et ils ont des troubles d'équilibre. Toutes ces complications, c'est très rare, c'est ça ? Exceptionnel en Europe. Et l'autre complication qui était fréquente, c'est que ça donnait des abcès au cerveau. Donc moi j'ai travaillé 6 mois à Dakar il y a plus de 15 ans. Et on avait opéré un enfant qui avait un abcès cérébral lié à une infection chronique. Voilà. C'est exceptionnel en France. Voilà. Je sais pas, j'ai l'impression cette année qu'il y avait beaucoup plus d'otites que d'habitude. Est-ce que c'est parce qu'on a eu des années Covid je sais pas, mais j'ai eu énormément de gens qui me disaient « Ah non, j'ai une otite ». Alors moi, j'ai un biais de recrutement, c'est-à-dire, je vais vous dire ce que je vois dans ma consultation, ce qui n'est pas forcément la vérité. En fait, quand vous dites otite, pour vous, otite, ça veut dire douleur de l'oreille. Et en fait, nous, on va distinguer ces otites. Et en fait, là, on a parlé d'otite purulente, donc avec du pus, pour lequel il faut des antibiotiques. Mais la majorité des otites qu'il y a une recrudescence, c'est des otites virales. Et donc, c'est des gens qui ont eu mal à l'oreille. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu forcément un relâchement sur le masque. Et donc, du coup, on a chopé plus de virus, notamment de Covid. Et donc, ça a explosé. Et alors, c'est rigolo parce qu'on pourrait mettre un marqueur, c'est les enfants des crèches. Donc, quand il y a eu le confinement, il n'y a pas de crèche, donc pas de chocolat, donc pas d'otite. Les crèches ont repris, et ça a explosé. Et donc là, il y a une recrudescence, non pas des otites purulentes, mais des otites virales, avec des douleurs, et du coup, des oreilles qui restaient bouchées plusieurs semaines, plusieurs mois après, pour lequel, du coup, il faut traiter par un corticoïde nasal pour déboucher cette trompe de stage qui est le canal entre le nez et l'oreille. Donc on passe par le nez, d'accord, pour aller déboucher l'oreille et pas plein bruit. Pas par l'oreille. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de pathologies ORL que vous voyez suite à ces 2 années ou 3 années Covid ? Alors moi je fais partie du groupe des ORL qui avait alerté les pouvoirs publics sur la baisse d'odorat. Donc ça, la baisse d'odorat liée au Covid, ça a explosé. Ça a été moins le cas après avec les différents types de variants. Voilà, donc ça a été moins le cas. Et là, 3 ans après, on est revenu à une situation, pour moi, en ORL, qui n'a pas vraiment, à part ces infections saisonnières, hivernales. Voilà, cette année, on a eu un peu plus de virus qui avaient un tropisme, c'est-à-dire un site de prédilection pour l'oreille et le nez. Voilà, c'est pour ça que d'accord. C'est pour ça qu'on a eu des otites. Bon. Et je crois l'année dernière c'était pareil, mais c'était plutôt au niveau respiratoire, donc il y avait plus de gens qui toussaient. Voilà. Mais là actuellement non. La réponse est non. Alors pourquoi, si on peut mettre de l'eau dans ses oreilles, il y a ce qu'on appelle des otites de baignade ? Alors, on peut mettre de l'eau dans les oreilles. Comme je vous l'ai dit, le mot-clé, c'est la loi du tout ou rien. Donc, soit vous faites ça régulièrement, soit vous ne faites pas. Si vous faites de temps en temps, vous mettez de l'eau, il y aura eu constitution de cérumen, pas forcément de bouchon, et c'est là où l'eau va se retrouver coincée derrière le cérumen, entre le tympan et le cérumen, et c'est là où vous faites des otites externes, dites otites de baignade. Et donc, du coup, le conseil que je vous donne aussi, c'est simple, c'est après les baignades, piscine ou mer, vous mettez un coup d'eau douce dans vos oreilles. C'est la meilleure prévention. Et après, vous enlevez l'eau avec une serviette, le sèche-cheveux si vous voulez, mais pas de coton-tige. Bon, est-ce qu'on peut se nettoyer les oreilles avec l'auriculaire ? Alors non, parce que c'est la source beaucoup de. Alors il y a beaucoup de gens qui mettent leurs petits doigts. Je sais pas si vous avez déjà vu ce tic dans les oreilles et qui se grattent l'oreille un peu. J'ai vu ça chez certaines populations et d'Afrique et d'Asie, à savoir l'auriculaire, le dernier petit doigt de la main, faire pousser l'ongle plus grand et donc du coup ça va être curé. Curé. Donc si cet ongle est propre, je dirais pourquoi pas.
Mais moi, ce que je vois aussi, c'est un biais, c'est des otites. Donc, c'est des gens qui ont de l'eczéma dans les oreilles, c'est lié au stress chez l'adulte, et donc ils se grattent les oreilles. Et je ne parle pas de l'eczéma lié un petit peu au sointement, le fait d'avoir un casque, par exemple, sur l'oreille toute la journée, ça c'est autre chose. Là, je vous parle des gens qui n'ont rien et qui se grattent les oreilles. Et donc, en fait, ils ont de l'eczéma, comme on peut en avoir ailleurs. Donc, ça se voit. Oui, il y a des peaux mortes, des squames. Des squames, c'est des peaux mortes en termes médicaux, c'est des peaux blanches. Et donc, du coup, ils vont venir gratter avec le doigt et c'est le doigt qui va ramener des bactéries et c'est ça qui va faire des otites externes, qui compliquent voilà. Donc, je dirais que non. Laissez vos doigts dans vos poches. Les ongles, surtout. Voilà. Vos auricules dans les poches. Évitez de mettre aussi des stylos. Évitez de mettre des morceaux d'ail. Des morceaux d'ail. Alors, expliquez-moi, ça m'intéresse. Parce que vous savez, vous savez, les gens, parfois, vous leur dites surtout évitez de faire ça. Et ils le font, vous voyez. Alors, ça, c'est à cause des vampires, c'est ça? Alors, non, du tout. C'est qu'en fait, ils ont mal à l'oreille. Et donc, du coup, ils vont regarder sur Internet. Parce que maintenant, c'est Internet. On va plus l'appeler papy-mamie. Et donc, ils vont trouver tout et n'importe quoi. Donc, ça commence par l'huile d'olive. Ça se poursuit par l'ail, des gousses d'ail. Et donc ils vont mettre ça pour essayer de guérir. Or, au mieux ça va aller, mais ça veut dire que même s'ils n'avaient rien mis, c'est le temps qui passe qui guérit, et pas vraiment les instruments. Donc ne mettez rien dans vos oreilles. Voilà. Surtout pas d'ail. Et surtout pas d'ail. Bien, merci Dr Ali Abbas d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve sur Twitter. On réécoute cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.